La TVT au cœur de l'information. Il est 20h sur la télévision togolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici d'abord les titres de ce dimanche. Les acteurs concernés par la gestion des litiges fonciers s'approprient le code foncier et domanial. Ils prennent connaissance de la boîte à images mise en place pour faciliter l'appropriation de ce code. Des précisions à suivre dans ce journal. Donner une seconde vie aux déchets pour protéger l'environnement tout en créant des emplois. Pourquoi et comment? Les impacts socio-économiques et environnementaux ne sont plus à démontrer. L'importance de la valorisation des déchets, dossier à suivre dans ce journal. Et puis les feux de brousse précoces, contrairement aux feux de brousse criminels, ils protègent les sols et les préparent pour de nouvelles campagnes agricoles. Une rencontre y est consacrée, elle cadre avec le lancement de la campagne nationale de lutte contre les feux de végétation. On fera le point dans ce journal. Le plan sectoriel de l'éducation du Togo pour les 10 prochaines années fait objet de dissémination. C'est un document d'orientation et de planification des actions en matière d'éducation. Une délégation du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'artisanat et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche est en tournée à cet effet. L'étape de la région de la Kara avec Nestor Mouzo. Cette rencontre fait suite à celle qui a été tenue à Lomé le 12 novembre par les nouveaux ministres en charge de l'éducation, les députés de la commission éducation et développement socio-culturel de l'Assemblée nationale et d'autres acteurs impliqués dans l'éducation au Togo. Rencontre qui a porté sur la dissémination du plan sectoriel de l'éducation. Le PSE a été révisé pour répondre aux défis et exigences de l'heure afin d'améliorer l'offre éducative. Il s'est donc avéré nécessaire de le faire connaître par les autres acteurs à l'intérieur du pays en vue d'une appropriation des orientations de l'éducation sur les 10 prochaines années. Le plan sectoriel de l'éducation, c'est un document de politique éducative qui donne les grandes orientations du secteur de l'éducation, qui donne les grands objectifs et les grands principes de base qui orientent le fonctionnement du système éducatif dans un pays et qui en même temps propose une planification sur une période bien ciblée. Les résultats que nous voulons atteindre, c'est une transformation structurelle de notre secteur de l'éducation en vue de répondre aux besoins de ressources humaines qualifiées pour le développement du pays. Les stratégies sont définies. Il faut mobiliser les moyens pour réaliser les ambitions. L'État va apporter sa part. On nous a présenté également ce que les partenaires financiers vont apporter, mais il y a encore un gap à remplir. Chacun doit chercher de son côté ce qu'il peut faire pour trouver une petite portion qui vient remplir le gap. La délégation des ministères en charge de l'éducation a parcouru toutes les régions pour expliquer les révisions apportées au plan sectoriel de l'éducation pour que tous les acteurs aient une même compréhension du document afin de faciliter sa mise en œuvre. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat au Togo. À leur côté, le gouvernement qui, à travers plusieurs projets et programmes, soutient leurs actions. Le mois d'octobre leur était d'ailleurs dédié. Augustin Kossi nous fait découvrir ce soir quelques-uns de ces jeunes entrepreneurs togolais. Regardez. Angéline a abandonné son travail de bureau il y a quelques années. Sa passion, fabriquer les linges de maison et décorer avec le textile, un métier auquel elle s'adonne à cœur joie. Pour me retrouver dans mon identité, notre linge de maison, la signature, c'est du patchwork. Le patchwork qu'on appelle dans mon patois, dans ma langue, ascensan. Donc tout ce qui se fait, c'est à base d'ascensan. Maintenant, on rajoute de la broderie, on rajoute des petites touches en utilisant aussi bien le tissé, le loco de chez nous. Ici, comme chez beaucoup d'autres entrepreneurs, on déborde d'idées pour accélérer la révolution de consommer produits togolais. Dans cet atelier, diverses spéculations subissent des transformations pour donner une plus-value. Ici,
c'est la patate douce à chair orange. Donc nous mettons l'accent sur les matières premières locales parce qu'elles ont des côtés nutritionnels très riches, en bêta-carotène surtout pour la patate douce à chair orange, riche aussi en calcium, en énergie et en fer. Donc nous encourageons la consommation de ces farines naturelles. Donc, nous mettons l'accent sur les matières premières telles que les tubercules, le manioc, l'igname, la patate douce et aussi les céréales telles que le riz, le sorgho, le mil et aussi les plantains, les bananes pour donner une valeur ajoutée à nos matières premières. Des articles comme ceci, des créations Adjoa Sikana Maou, qui sont des livrets entièrement faits main, avec à l'ancienne les feuilles cousues et reliées à la main. Nous avons des conférenciers comme ceci qui sont personnalisables. Et là derrière moi vous retrouvez encore des articles de Angeline, intérieur et mode. Ce sont des nappes de table, des courtes pointes qui sont des décorations murales, des sorties de lit. Nous avons ici de la liqueur. Alors, ceci est une liqueur à base de solabi. C'est Kaliendi qui nous propose ceci, qui est une liqueur à base de dattes. Nous avons également une autre version à base de lait de coco. Je remarquais que malheureusement, beaucoup de nos produits n'étaient pas valorisés, les produits locaux, l'artisanat local. Et je me suis dit, on aime tellement consommer ce qui vient de l'extérieur, pourquoi ne pas promouvoir ce qui vient de chez nous, ce que notre frère ou notre oncle ou simplement quelqu'un devant lequel on s'identifie fait et qui correspond à notre culture. Un constat partagé par tous et qui a suscité diverses initiatives. Octobre 2020 a été dédié à la cause « Moins de consommer local », de nouveaux labels, des formations, une panoplie d'initiatives pour intensifier la promotion de la consommation des produits locaux. Le but, stimuler la croissance en suscitant l'intérêt des populations à privilégier la consommation locale. Donc nous avons opté de produire un café naturel pour la consommation locale, afin de valoriser notre production. La consommation locale doit commencer d'abord par les compétences locales que nous formons, sur tous les plans. Après ça, il faut que ces compétences soient opérationnelles. Et c'est justement le but du CERSA où nous on est au niveau pratique. Ces compétences que nous formons peuvent aller créer leur ferme avicole, commencer par élever les poussins, fournir des œufs à la population togolaise au lieu qu'on consomme des œufs importés. Progressivement, les produits made in Togo s'apprécient et se consomment par les Togolais. Le concept est inscrit dans l'axe 2 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Togo opte pour le consommer local pour justement équilibrer la balance commerciale, importer moins et produire plus pour le marché local et l'exportation. Et justement, pour mieux faire, producteurs et transformateurs de fonio se forment à Hihiatror dans la Moue. Formation axée sur les techniques de transformation, de conservation et de mise sur le marché. Elle est initiée par le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP. Voyons pourquoi avec Silver Abdou. Une semaine de formation pour s'approprier les meilleures techniques en matière de production et de transformation du fonio. C'est à cet exercice que cet atelier, la Scoop Swakpagla, engagé dans la production et la transformation de cette céréale. Une formation pour renforcer la capacité des membres de ces sociétés coopératives en vue d'améliorer leur système de transformation, de conservation et de mise en marché du produit. Avant, on faisait la transformation de fonio en emballage à touche. Mais maintenant, et on nous a amené là où on peut faire du jus, de gâteau. On s'est donné rendez-vous même le jour qu'on peut aller voir vers celle de gâteau pour pouvoir aussi apprendre comment faire. C'est donc une manière de leur permettre de mieux faire à travers l'acquisition d'une nouvelle méthode destinée à la redynamisation du secteur, favorisant ainsi leur bien-être social. Nous avons fait des travaux en salle pour analyser les types de production, de transformation, de conservation
et de transformation qui existent. Donc à travers cette analyse, de commun accord, nous avons décidé de celle qui convient le mieux à la coopérative. Le projet est appuyé par FNAFPP, Fonds national d'apprentissage et de perfectionnement professionnel, qui a apporté son expertise pour la promotion du fonio, mais aussi permettre aux acteurs du secteur d'améliorer la qualité de production et de transformation. Aujourd'hui, le Togo est dans la promotion des produits locaux, dans la consommation locale. Il est de bon ton de les soutenir pour qu'ils soient nos ambassadeurs et ambassadrices à l'extérieur du pays. Chaque participant est donc reparti avec une attestation et s'engage à mettre son savoir-faire dans la promotion du fonio pour faire de ce secteur un secteur porteur à haute valeur ajoutée. Une boîte à images pour permettre aux populations de mieux cerner le code foncier et domanial. Les acteurs clés que sont les chefs traditionnels et responsables de comités villageois de développement s'approprient cet outil à Hiriatre dans l'Amou, ce qui leur permettra de mieux gérer les litiges fonciers. On en parlait en titre, à présent le compte-rendu de Silver Abdou. Ces acteurs issus des communautés à la base veulent s'appuyer sur l'utilisation de la boîte à images traduisant l'application du code foncier domanial pour mieux sensibiliser les populations au respect du dit code. Un outil pour assurer une meilleure gouvernance foncière en milieu rural. Nous allons aller à la sensibilisation des populations pour que cette population-là puisse acquérir le code foncier, c'est-à-dire le contenu du code foncier, afin que les problèmes récurrents ou les problèmes concernant les terres sur notre commune trouvent aussi des solutions. Nous allons essayer de sensibiliser et mobiliser les populations qui ont de terrain pour que ça marche bien pour la suite. Tous les débordements essaient de cesser pour la bonne marche de la situation terrienne dans notre zone. L'initiative est de l'ONG pour un monde meilleur qui, après une formation à la matière, restitue le message pour une vulgarisation du code foncier domanial. Ceci pour toucher nombre de communautés qui vont s'approprier le contenu en vue de réduire les litiges fonciers qui souvent sont pendants dans les tribunaux. Nous allons parler des directives volontaires qui sont aussi rattachées à ce code foncier. Et nous n'allons pas nous arrêter juste à cette restitution aux leaders communautaires qui sont ici actuellement, les chefs cantons, les présidents de CVD et les femmes leaders. Mais nous allons à la suite aller dans les villages pour avoir maintenant une grande sensibilisation avec les populations directement afin que tout le monde soit au même niveau d'information. La vision, c'est de réduire le maximum possible les conflits fonciers. À terme, c'est de favoriser une meilleure compréhension du code foncier pour qu'il soit bien appliqué dans les communautés rurales, cerner les enjeux et défis en vue d'une bonne gestion des terres et une gouvernance foncière plus responsable dans les communautés à la base. Dans l'actualité également, les étudiants de l'université de Kara jouent leur partition pour une meilleure protection de l'environnement. En attendant la prochaine saison des pluies, ils ont offert des pépinières à la mairie de la commune Kosa 1. Activité inscrite dans le cadre du projet environnemental du laboratoire d'études et de recherche sur les pratiques endogènes en matière de développement durable en Afrique. Nestor Mouzou nous en parle. Une pépinière en cours de réalisation dans l'enceinte de la mairie de la commune Kosa 1. Une activité menée par les étudiants de l'université de Kara. Ils préparent ainsi les opérations de reboisement lorsque la saison des pluies va reprendre. L'activité se fait pour le compte du LERPEDA, entendez, Laboratoire d'études et de recherche sur les pratiques endogènes en matière de développement durable en Afrique. Laboratoire mis en place à l'université de Kara. Nous voulons partir des connaissances endogènes pour faire le développement chez nous. Les succès que nous remportons ne doivent pas se limiter à nous, à notre génération. Ils doivent se projeter dans le temps pour les générations futures. Étant laboratoire, souvent nous sommes cloîtrés à l'université dans les amphis, mais nous avons décidé de faire autrement en allant vers le public, en prenant nos étudiants, en les initiant à des activités concrètes. Ici, vous êtes en train de voir la fabrication d'une pépinière. D'abord, il y a des matériaux. Il faut des pots. Les pots peuvent être en argile, en plastique ou en tout autre élément. Localement, il y a plein de sachets de pure water qui circulent dans la nature. Nous les mettons en valeur.
Et puis, vous savez, la saison sèche ici, il n'y a pas d'activité. Comme ça, nous occupons les jeunes aussi. Pendant tout ce temps-là, à arroser, à arracher les herbes et à organiser, à arranger pour que, à la saison pluvieuse prochaine, on ait beaucoup d'arbres à planter. Dans son parcours, le laboratoire d'études et de recherche sur des pratiques endogènes en matière de développement durable a rencontré une ONG du nom de Graines de Vie qui épouse sa philosophie et qui œuvre aussi dans l'environnement. C'est ensemble qu'ils envisagent le reboisement lors des prochaines pluies. Graines de Vie voudrait créer une pépinière géante de 50 000 pieds d'arbres et qu'à la saison pluvieuse prochaine, qu'on puisse planter. Planter, c'est inviter toute personne qui a trouvé l'intérêt de planter de venir. Ça peut être des associations, ça peut être des personnes individuelles, ça peut être des familles qui viennent. La seule garantie, nous voulons nous assurer qu'ils iront planter et ils en prendront soin. Donc l'ONG nous appuie à le faire et nous faisons le suivi. De cette manière-là, nous aurons une ville verte. On va planter sur les berges des fleuves, on va planter sur les flancs des montagnes, on va planter sur des propriétés privées. Certes, le LERPEDA s'intéresse beaucoup à l'environnement, mais il est pluridisciplinaire. Le développement durable pour lequel il œuvre est orienté aussi vers l'économie, le social, la santé et l'éducation. Collecte, transport, tri, traitement des déchets. Valoriser ces déchets permet d'impacter positivement la société, l'économie et l'environnement. Mais question ce soir, pourquoi est-il si important de valoriser ces déchets? Les éléments de réponse avec Ulricha Mega et Eliagba Nyadao. Selon la direction des services techniques, la ville de Lomé seule produit plus de 300 000 tonnes de déchets par an. Ces déchets sont généralement déversés dans la nature. Cela nécessite des actions urgentes et innovantes pour donner une seconde chance, une seconde vie à ces déchets. Et en la matière, plusieurs procédés existent. Il y a la valorisation des déchets organiques à travers le compost. Il y a la valorisation aussi des déchets plastiques. Selon même le même type de déchets, on a différents types de valorisation. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir une organisation qui valorise les déchets organiques pour faire du biocarburant. Avec l'industrialisation, on a une complexité, une multitude de déchets qui sont produits, dont certains, mettre dans un process, ça devient coûteux. Quand c'est coûteux, on peut dire que ce n'est pas valorisable parce que ça ne serait pas, on ne va pas donner de valeur ajoutée. Mais pratiquement tout peut se valoriser. Maintenant, quand on va regarder en termes économiques, il y aura certains qu'on pourra dire, en fonction de la technologie qu'on maîtrise, qu'on pourra valoriser facilement. Un rapport de la Banque mondiale datant de 2012 alerte sur l'augmentation de 110% des déchets urbains ménagers dans le monde d'ici 2025. Le Togo, pour sa part, mène des actions sur le terrain pour faire obstacle aux effets socio-économiques et environnementaux que pourrait engendrer le phénomène. En matière de recherche, il y a beaucoup d'activités qui sont menées au niveau de l'Université de Lomé. Il y a les stages, la transformation des déchets en biogaz, la transformation en déchets verts en charbon, qu'on appelle charbon vert, la transformation des plastiques. Il faut assainir le cadre de vie, donc il faut pouvoir évacuer. Et donc il y a tout l'effort qui est fait pour asseoir un dispositif de collecte et d'évacuation des déchets. Nous avons un centre d'enfouissement technique des déchets à AKP qui permet également d'offrir un certain traitement aux déchets qui respectent les normes environnementales. Tout ceci nécessite des efforts à tous les niveaux, tant du côté des autorités du pays que des citoyens qui sont d'ailleurs des acteurs majeurs. Nous avons des espaces verts, nous avons besoin d'espaces verts. Il faut reboiser. Et pour reboiser, on a besoin de fertilisants, on a besoin de compost, on a besoin de terreau. Il faudrait que chaque citoyen comprenne que plus il produit les déchets, plus il doit payer pour le traitement de ces déchets. Et si chaque citoyen décide de réduire sa production de déchets, moins on aura de déchets. À chacun de prendre conscience de la situation en vue de capitaliser les acquis et porter des réflexions collectives sur la valorisation des déchets au Togo.
L'actualité ce soir, c'est aussi cette campagne nationale de lutte contre les feux de végétation. Elle a été lancée hier à Ogaro dans le Pendia l'Ouest. L'initiative vise à rappeler aux populations à la base les conséquences néfastes des feux de brousse et mettre en place des comités anti-feu au sein des communautés. Des précisions avec Tiazinam Bagar. Le ministère de l'Environnement allume ici un brasier pour lancer officiellement les feux de brousse précoces sur toute l'étendue du territoire pour le compte de sa campagne nationale de lutte contre les feux de végétation 2020-2021. La pratique est promue depuis quelques années pour endiguer les feux de végétation tardifs qui, eux, ont un effet dévastateur sur l'environnement et la biodiversité. Nous assistons à des pertes des biens des populations et même malheureusement nous assistons à des pertes en vies humaines. Il y a une stratégie nationale de gestion de ces feux-là pour pouvoir sauvegarder les populations et les biens et également sauvegarder l'environnement. Il est essentiel quand même que nous nous retrouvons de temps en temps pour mobiliser les populations. Et on va animer les causeries autour de la question pour que les populations soient outillées dans la conduite des activités devant protéger leurs biens. Les causeries se sont déroulées ici au centre Carto à Ogaro, dans la préfecture de Pendial-Ouest. La sensibilisation a porté sur les mesures préventives pour limiter les dégâts des feux de brousse. Le message de façon générale par rapport aux feux de végétation, c'est de demander aux populations de faire des pare-feux pour protéger les biens, d'essayer d'éteindre tout foyer de feu qu'on a allumé pour des raisons utilitaires. La rencontre est également marquée par la présentation du comité anti-feu qui veille sur la forêt communautaire de Ogaro de 31 hectares. Un rapport a été réalisé sur l'état de conservation du système national d'air protégé du Togo. Selon ce rapport, les populations continuent de dégrader ces aires protégées qui subissent déjà les effets néfastes des changements climatiques. Les différents acteurs impliqués échangent sur la question afin de mieux protéger et conserver ces espaces. Le point sur leurs échanges avec Dodo Harry. 83 aires protégées réparties sur plus de 7000 hectares, soit 14,2% du territoire national. Seul outil de conservation de la biodiversité, ces aires protégées sont de plus en plus envahies par les populations et subissent diverses pressions. Sur le plan juridique et institutionnel, une faible performance du cadre institutionnel et un manque criard de financement disponible pour la gestion de ces aires protégées. Au plan écologique, on note une dégradation des écosystèmes et des habitats de la faune sauvage, les défrichements agricoles, l'exploitation du bois énergie et la carbonisation, ainsi que la transhumance. Au plan scientifique, on note une faible disponibilité des données scientifiques de base. Des stratégies pour inverser la tendance sont contenues dans un rapport que les experts environnementaux analysent ici. Des propositions pertinentes pour réhabiliter, conserver et améliorer la gouvernance de ces aires protégées sont également en étude. Il faudra entreprendre d'abord une sensibilisation des acteurs, en commençant bien sûr par les acteurs politiques. Ensuite, il faut actualiser le corpus juridique actuel en renforçant les dispositions réglementaires qui existent, et aussi en actualisant la requalification du système national des aires protégées. Et il faudra aussi encourager la foresterie communautaire et l'agroécologie autour des aires protégées pour faire en sorte que la pression soit réduite. Et au plan scientifique, nous pensons qu'il faut un véritable partenariat entre les structures de recherche et les gestionnaires. Il faut aussi un vaste programme de plaidoyer, de mobilisation des ressources et réaliser des actions de conservation dans les aires protégées. Un document de plaidoyer et d'action opérationnelle sera proposé au gouvernement à l'issue de cette rencontre. Un tour dans les savanes, je vous amène à la découverte du centre de santé Sainte-Rita de Biancouri dans la préfecture de Sine-Kassé, une unité de soins périphériques dirigée par des sœurs catholiques. Elles offrent des soins de santé à moindre coût aux populations vulnérables. Suivez l'extrait de ce documentaire sur ce centre, documentaire réalisé par Tiazinam Baga. Situé à une dizaine de kilomètres au sud-est de la ville de Sékansé, le centre de santé Sainte-Rita de Biancouri est une unité de soins périphériques.
En tant que telle, elle relève du district sanitaire de Séquencé. Sa création remonte dans les années 80. Le centre de santé de Biancouri, ou l'USP Biancouri-Sainte-Rita, a été créé en décembre 1980 par la sœur Claire, une sœur française qui est arrivée dans le diocèse de Dapao en ces années-là. Le centre, comme toute autre unité de soins périphériques, offre des prestations à la taille de ses ambitions. Ici, c'est la consultation générale. On consulte les patients qui viennent de notre aire sanitaire. Donc, il y a les gens de Séquencé, les gens du Ghana qui viennent. On consulte toutes les maladies, mais il y a certaines maladies qui dépassent notre compétence. On ne tarde pas à les référer. Le social, voilà l'une des particularités du centre de santé Sainte-Rita de Biancouri. Ici, le partage et la solidarité ne sont pas de vains mots. Aujourd'hui, surtout au village, c'est très difficile de demander vrai prix des médicaments, des consultations, de tous les services pour les patients qui viennent chez nous. Donc, grâce aux collaborations de nos amis, certaines associations d'Espagne, de la France et de la Pologne, surtout maintenant, pendant la période de coronavirus, nous avons beaucoup d'aide pour achat de nourriture, pour achat de savon, ce qui est nécessaire pour les cas, surtout de familles très pauvres. S'il vient chez nous, il n'a pas besoin d'être nos patients, mais il peut venir exprimer ses besoins. Cette assistance d'appoint permet à beaucoup de patients vulnérables d'avoir accès aux soins adéquats pour la prise en charge de leur pathologie, surtout s'ils doivent passer par des analyses médicales. Ici, au laboratoire de l'USP Biancouri, ce sont des analyses élémentaires que nous faisons. Par exemple, on fait la parasitologie, un peu de l'hématologie et un peu de la biochimie. Donc, ça veut dire la parasitologie, les gouttes épaisses, les sels KOP. Pour la biochimie, je pense que nous faisons seulement la glycémie. Mais pour l'immunologie, je fais quelques analyses de l'hépatite. C'est l'hépatite B seulement nous arrivons à dépister ici. C'est un USP, on n'est pas autorisé à tout faire, puisque nous ne prenons pas en charge beaucoup de maladies comme dans les CHR. La maternité, la voici. Elle se veut un espace de joie et de santé pour aussi bien les mamans que les nouveau-nés. À cet effet, de nombreux programmes de causerie et d'éducation à la santé maternelle et infantile sont organisés pour accompagner les femmes parturientes. Nous avons des jours de consultations prénatales, les consultations postnatales aussi. Nous faisons aussi des accouchements et nous suivons nos mamans, les femmes enceintes qui tombent souvent malades. L'aide de l'État au centre de santé Sainte-Rita de Biancouri, c'est aussi des formations thématiques et des sessions de renforcement de capacité du personnel sur des pandémies comme Ebola et le coronavirus, ainsi que le programme élargi de vaccination PEV et les campagnes de distribution de moustiquaires. L'aire sanitaire du centre de santé Sainte-Rita de Biancouri couvre un ensemble de 14 villages environnant le canton de Biancouri. Cependant, sa réputation va au-delà à telle enseigne que des patients viennent de Séquencé, même voire des pays voisins comme le Burkina Faso et le Ghana. L'intégralité de ce documentaire à suivre juste après ce journal. Je vous fais à présent le point sur la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce dimanche 22 novembre 2020. Nombre de cas confirmés 2843. 39 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries 2248. 39 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs 531 et 64 décès. Un communiqué signé par le professeur Moustapha Midjiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins.
Le 21 novembre de chaque année est consacré à la télévision. L'accent est mis sur ces hommes et femmes qui travaillent dans l'ombre pour vous offrir le meilleur de la télévision. Gisèle Kozona revient ce soir sur la contribution de ces techniciens pour le bon fonctionnement de votre chaîne, la télévision togolaise. Un dossier présenté par Marie-Ange Bida. Dans cette division de la télévision togolaise, Edmond et ses collègues s'assurent au quotidien du bon fonctionnement des équipements. Ils sont informaticiens. Ce matin, il sonne 7 heures. Edmond fait des vérifications dans le cahier du journal de la régie. Constat, rien à signaler. Un code, mieux, un langage que lui seul et son équipe maîtrisent. Le multimédia est basé sur l'informatique. Et chaque matin, il faut s'assurer que tous les équipements qu'on a en face de nous, qui sont basés sur l'ordinateur ou bien sur l'outil informatique, est à point de répondre aux exigences de la télévision. Tous les jours, à la division informatique, la permanence est de rigueur, surtout à l'heure du journal. Un sujet qui passe sans le son, on s'assure si les canaux ont été bien reparamétrés ou bien ont été entre-temps modifiés ou pas. Ici, la division des programmes. Kodjo Kibalou est le chef section régie d'antenne. Il est chargé de la conception du conducteur journalier de la télévision. Un travail qu'il conduit depuis des années avec une équipe soudée. Ça, c'est les éléments du jour, ça. Donc à partir d'ici, j'essaie de voir de là et là, qu'est-ce qui manque. Et je cherche ça rapidement pour envoyer. Non, la veille, déjà, le diffuseur doit tout avoir, parce que nous préparons ça la veille. Aujourd'hui, actuellement, on prépare le conducteur de demain. Et tout ce qui doit passer, on envoie ça au niveau de la diffusion. Dans le diffuseur, quand lui vient, il clique à son niveau, il a le conducteur et les éléments du jour. Tout est calculé ici au programme. Le passage des éléments 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est constamment surveillé. Comme tout métier, certaines difficultés surviennent par moment. Lorsqu'on constate qu'il y a un souci, immédiatement, à partir d'ici, on cherche une solution. Puis, nous travaillons en réseau. Immédiatement, on cherche un élément ici qu'on lui envoie. On lui donne la démarche à suivre. Parfois, on est un peu débordé, surtout quand il y a des directs et qu'on se voit partager sur d'autres chantiers. Ou bien, en même temps, il y a de ces pannes qui interviennent. On est parfois submergé par les travaux. Donc, on essaie de faire de notre mieux pour satisfaire et la technique, et les directs, et le programme journalier. Dans le temps, tout était conservé par écrit et sur les disques. Aujourd'hui, avec la numérisation des données, le travail paraît plus facile. Nous n'utilisons plus les DVD. Tout est copié dans la machine. Donc, c'est à partir de la machine que nous choisissons nos éléments. Les tâches ne sont plus ardues comme avant. À la télévision togolaise, ils sont nombreux à travailler dans l'ombre. Cadreurs, ingénieurs de son, électriciens, réalisateurs, la liste est longue. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir chez vous dans le respect des mesures barrières.